nous aboutissons à la conclusion de cette journée avec Laetitia Brottier. Bonsoir, donc la vice-présidente d'Enerplan. Je vous passe la parole. Bonsoir, merci Nathalie, merci à tous pour cette journée extraordinaire, très dense. Donc c'était la troisième université d'Enerplan sur l'autoconsommation. J'ai la lourde charge d'essayer de conclure. 2020, on est en 2020 et c'est une année un peu spéciale puisque le premier rapport du GIEC, vous savez peut-être, c'était 1990, 30 ans depuis ce premier rapport du GIEC et nous avons encore 30 ans pour atteindre la neutralité carbone. Nous sommes donc à mi-chemin et on peut faire un premier bilan. Le premier bilan est assez triste. Si on regarde dans le monde, on n'a pas du tout commencé de trajectoire de baisse de la production de CO2. On a multiplié par 2 la production de CO2 par an. En France, nous n'avons pas non plus de baisse. Si on regarde au niveau de la production de CO2 par habitant, on est à 11,2 tonnes de CO2 par an. Ça n'a cessé d'augmenter depuis 1990. Alors bien sûr, j'inclus également toute l'importation, puisque on ne peut pas compter que ce qu'on produit en France. On sait parfaitement que dans notre consommation, on a des produits importés. Et c'est cet ensemble de production française et d'importation qui n'a cessé d'augmenter en termes de CO2. Bon, alors on va se mettre au travail. 30 ans encore, bien sûr, les années qui viennent tout de suite seront clés. Et on peut forcément avoir des inquiétudes, notamment quand on regarde le projet de 120 MW de centrale fuel à Larivot, où on est dans les dom-tom en Guyane. On sait parfaitement que ce dom-tom a une stratégie 100% ENR, que le solaire devait prendre sa place si cette centrale au fioul se construit, et elle n'est pas encore construite, mais si elle est vraiment opérationnelle, c'est la fin de finalement cet objectif d'ENR, 100% ENR pour la Guyane. Alors pourquoi on arrive avec des absurdités comme ça? C'est qu'on sait qu'on a dans les dom-tom encore une absurdité, un droit d'octroi sur les barils de fuel qui fait que finalement les collectivités ont leurs finances qui sont particulièrement liées à combien de fuel vont rentrer dans les dom-tom. Ça reste à penser et ça va être une continuité par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui puisque on a beaucoup parlé d'alignement d'intérêts, d'alignement des intérêts du gestionnaire de réseau, l'alignement des intérêts également de ceux qui trouvent des finances puisque il faut savoir comment on finance la transition énergétique et est-ce qu'on a bien tous le même alignement d'intérêts personnels. Alors le photovoltaïque là-dedans, une étude de France Territoire Solaire rappelée en avril 2020, une étude de Artelis et Aiker, que le photovoltaïque, ne vous laissez pas berner par le fait qu'on ait beaucoup de nucléaire en France. Le photovoltaïque, effectivement, efface en majorité de l'énergie fossile. On est à 238 grammes de CO2 par kilowattheure effacé à chaque fois qu'on insère plus de photovoltaïque dans le réseau. C'est important de le rappeler. On a parfois des détracteurs qui nous disent qu'on efface que du nucléaire et qu'on ne sert à rien pour la transition énergétique. C'est faux, archi faux. Au niveau de l'autoconsommation, puisqu'on est dans le photovoltaïque sur ce segment en particulier, je vais juste rappeler ce qu'a dit Solar Power Europe ce matin. C'est un secteur qui est particulièrement intéressant parce qu'il est dense en emploi. On a 3 fois plus d'emplois par l'autoconsommation que sur les centrales au sol, même si au niveau d'Enerplan, on soutient également le développement des centrales au sol. Il faut autant le dire. On a également un potentiel important en toiture. On a 417 gigawatts qui ont été annoncés par l'ADEME comme potentiel photovoltaïque sur les toitures. Donc on voit que l'autoconsommation a un véritable potentiel. Pourtant, il a été répété et encore répété qu'on a une réelle jungle de procédures. Ça a été le mot qui a été employé. Alors c'est lié à quoi? Certainement pas au fait que la DGEC ne fait rien. La DGEC est à une très bonne écoute avec Enerplan. On ne cesse de relayer à la DGEC tous nos problématiques. Il y a le ministère du coup prend vraiment en charge ce qu'il a à faire et va au combat. Mais il va au combat avec des ministères qui sont plus derrière-garde. Et on sent que ces combats, parfois, sont très difficiles à mener. Alors, on parlait de cadres nécessairement cohérents et rentables pour qu'on puisse se développer à la vitesse qui est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone.
c'est encore difficile, on a encore des sujets qu'on va porter, continuer de porter, et on espère gagner tous ces combats d'arrière-dade avant 2050 évidemment, mais même 2025 pour tous ceux que je vais citer, j'espère. Notamment en autoconsommation individuelle, on a encore 167 lignes de formulaire, 8 pages jointes à indiquer pour ne serait-ce que faire notre demande de raccordement et faire le process demande de raccordement mairie et puis le Consuel. Et tout ça prend plus de 4 mois pour avoir ne serait-ce qu'un panneau solaire sur son toit. Donc c'est pas possible de continuer là-dessus. On demande à ce que le guichet et l'arrêté tarifaire soient mis en cohérence pour qu'on ait pour l'autoconsommation un parcours autoconsommateur qui soit adapté et qui soit indépendant de celui de la vente totale. On a également, ça a été répété à la dernière table ronde, des consommateurs en haute tension qui ne sont pas inclus dans l'autoconsommation collective. C'est un frein pour l'autoconsommation collective car ces consommateurs aimeraient également participer à l'autoconsommation collective. On a aussi parlé de redevances d'occupation temporaire qui freinent l'intégration des infrastructures de recharge pour le véhicule électrique. Et également de freins du fait que le guichet s'arrête à 100 kW, ce qui ne permet pas à tous les autoconsommateurs de trouver, parce que beaucoup aimeraient aller au-delà. Ça, c'était pour l'aspect cohérent. Et sur l'aspect rentabilité, je note ce qui a été évoqué. On a besoin d'une exonération de CSPE pour rendre l'autoconsommation collective rentable. Aujourd'hui, sans exonération de CSPE, les modèles d'affaires ne tournent pas. Du coup, on a entendu que c'était pas possible par Bercy, on n'arrive pas à trouver comment faire juridiquement. Bon, on a entendu qu'aujourd'hui, la proposition de la DGEC, dans une première étape, ça serait de compenser la CSPE dans les appels d'offres. C'est une première étape, il ne faut pas s'arrêter là, il nous faut l'exonération de CSPE. Également, sur les C2E, l'autoconsommation est une économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie sont là pour financer par le privé les économies d'énergie. Il faut intégrer l'autoconsommation dans les certificats d'économie d'énergie. Et dans un deuxième temps, on a également des besoins de faciliter notamment la fiscalité d'intégration des batteries, puisqu'on a entendu qu'il y avait une double fiscalité en tant que producteur et consommateur de la batterie, ce qui fragilise là encore les business models et encore une très faible incitation à avoir un réel modèle économique sur la flexibilité. Donc voilà les points. On a tout ça à gagner. On n'est qu'à 320 MW d'autoconsommation, 30 MW par trimestre. On veut passer au gigawatt. Il faut qu'on ait des barrières qui se lèvent. La simplification et la rentabilité des modèles d'affaires sont essentielles. Alors on a quand même des avancées. Bien sûr, en autoconsommation collective, on est maintenant sur un périmètre de 2 km et non plus sur le même périmètre de basse tension, heureusement. C'est déjà un premier point, ça permet déjà d'évoluer, d'avoir des projets qui sont plus cohérents, des collectivités qui peuvent financer les programmes d'autoconsommation collective. On a également des définitions dans le paquet énergie-climat de la communauté d'énergie renouvelable qui va nous permettre, nous booster, alors qu'on était pionniers, d'aller encore plus loin dans notre définition de l'autoconsommation. Et on a vu également que le décret tertiaire poussait l'autoconsommation. Donc tout ça, ce sont des premières bonnes nouvelles. Et puis on a eu esquissé la nouvelle que dans les prochains mois, l'arrêté tarifaire serait revu avec un guichet qui ira au-delà de 100 kg. Eh bien, on attend les détails pour pouvoir avant de se réjouir complètement, même si c'est avant tout une grande demande de cette filière solaire que je représente. Alors on voit beaucoup de freins et c'est encore difficile. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que la filière va pouvoir participer vraiment à cette transition, à cette neutralité carbone ? Si je devais compter que sur l'administration, je dois dire que j'ai peur des délais. Mais heureusement, vous, la filière, vous, les clients de notre filière, vous me donnez de l'espoir. On n'est plus aujourd'hui une filière d'autoconsommation avec des pionniers. Nous sommes une filière de massification. On l'a entendu pour le véhicule électrique. On n'est plus du tout avec quelques véhicules électriques que la Poste a bien voulu mettre. On a vraiment un intérêt des achats. On a même les infrastructures qui n'arrivent pas à suivre, des infrastructures de recharge, tellement il y a un engouement. Le véhicule électrique, c'est une batterie sur roue, c'est une opportunité de développer le solaire autoconsommé pour vraiment changer de modèle. On a également
tous les autoconsommateurs dans le résidentiel. 95% dans le résidentiel des raccordements se font en autoconsommation. C'est vraiment un signe d'espoir. Enfin, on a vu tous les exemples de collectivités, que ce soit Le Mans, La Rochelle, le Pas-de-Calais, les collectivités que représentait Selfie, et bien d'autres que j'oublie, les Yvelines, qui se mettent en marche. On a des industriels, comme le disait Agorasun, SMA, qui prennent de plus en plus leur part et qui vont changer finalement la donne, eux aussi, par leur démarche citoyenne. Alors on est à l'aube de la relance, et c'est une bonne nouvelle, car cette relance sera verte, ça a été annoncé, c'était une crainte, c'est une réalité, elle sera verte. Nous sommes à l'aube d'un changement de paradigme, d'une approche sur les systèmes qui seront complètement revisités, avec des véhicules électriques, de l'hydrogène, des batteries, qui vont être unis par cette base, ce ciment qu'est l'énergie solaire, et avec un nouveau monde de l'énergie où nous ne serons que sur de l'énergie à coût marginal, ce sera de l'énergie pour tous, où la première capacité va être la capacité à financer, parce que ça sera une électricité et une énergie d'abord liée sur les CAPEX, qui permettront à tous d'avoir un prix fixe et raisonnable de l'énergie. Ce plan de relance, la députée Marjolaine Millet-Meffer l'a dit, on est concerné à toutes les étapes. C'est à la fois dans la décarbonation, les circuits courts, le véhicule électrique, les technologies vertes, avec l'hydrogène et les batteries, l'agricole, et bien sûr l'autoconsommation dans la rénovation. Un point qui nous est cher, c'est que tous les bâtiments, qu'ils se construisent aujourd'hui ou qu'ils se rénovent aujourd'hui, soient solarisables. Il ne sera pas pensable en 2050 qu'il y ait encore des bâtiments solarisables qui ne le deviendront pas. Facilitons les projets, baissons les coûts, rendons chaque opération de rénovation et chaque opération neuve la capacité de fournir des bâtiments solarisables. Daniel l'évoquait, on a fait une étude, c'est 500 € de surcoût pour une maison pour la construction neuve. On ne peut pas considérer que c'est un surcoût rédhibitoire, je pense que personne ne le dira. Donc mettons ces 500 €, rendons solarisables pour développer l'autoconsommation beaucoup plus rapidement et réussir ensemble ce défi qui nous attend à partir de 2020 pour atteindre la neutralité carbone. Alors au-delà de l'autoconsommation, nous l'avons entendu, l'autoconsommation et le solaire, c'est aussi du lien, c'est aussi des emplois. 10 000 emplois sont annoncés d'ici à 2023 dans la filière solaire grâce à l'autoconsommation notamment. C'est aussi du lien social. Et c'est ça qui nous unit. Au-delà de ce temps, on voit en plein Covid qu'il est important de s'unir, d'avoir une humanité qui est liée avec une vision importante et commune vers la neutralité carbone et vers la solidarité. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention soutenue tout au long de cette journée, à vous inviter à vous connecter pour les sessions dès demain 9h. Et puis, un petit teasing pour notre agenda Enerplan. N'oubliez pas l'appel à projet Sol solidaire pour le 21 septembre. 3 novembre, la conférence ENR Entreprise. Et 17 novembre, notre Assemblée générale. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. Merci Laetitia Brottier.